Bonjour à toutes et tous. Je tiens à remercier également Madame la secrétaire générale d'avoir bien voulu ouvrir cette journée et qui commencera donc par cette première table ronde intitulée « Les finances de l'État et dans l'État, un regard comparatif ». Elle aura pour objectif d'entrer dans le vif justement de la journée en comparant les organisations des ministères économiques et financiers en Europe et à l'international. En effet, s'il est évident que les ministères économiques et financiers ont en commun de préparer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière économique, financière, budgétaire et fiscale, leur organisation évolue pourtant de manière très importante, comme nous le verrons dans quelques minutes. Ces divergences organisationnelles qui peuvent porter par exemple sur le nombre de politiques publiques conduites, l'agencement un ou deux ministères, les compétences dévolues ou, entre autres, les effectifs sont en grande partie, on le sait, le reflet de cultures et de systèmes politico-administratifs différents. Pourtant, si ces différences persistent aujourd'hui, les 40 dernières années ont vu l'émergence de grandes réformes administratives communes à de nombreux pays, de décentralisation, de déconcentration, de pilotage par la performance et d'agencification, et ainsi de suite, ce qui incite évidemment à questionner la réalité et les effets de ces réformes sur les organisations et sans doute les réorganisations des ministères économiques et financiers. En somme, et pour le dire peut-être de manière plus simple, l'objet de cette table ronde sera de comprendre de quelle manière les organisations des ministères économiques et financiers se distinguent, pour quelles raisons, et si, à l'aune des transformations de la gestion publique de ces dernières années, elles tendent à converger. Partant, cela nous conduira à discuter aussi de l'influence de ces organisations sur la performance de l'action publique, à appréhender le poids et l'influence des ministères économiques et financiers dans l'État et à débattre plus généralement de la réforme de l'État tout entier. Pour se confronter à ce vaste programme, j'ai l'honneur d'être accompagné par des intervenants de tout premier rang que je m'empresse de vous présenter. Alfrún Tryggvadóttir, bonjour. Vous êtes senior policy analyst au département de Public Management et Budgeting de l'OCDE, pour lequel vous travaillez notamment sur la Machinery of Government et les examens de dépenses. Avant de rejoindre l'OCDE, vous étiez directrice adjointe du budget au ministère des Finances islandais. Merci beaucoup de participer à cette table ronde. Je me tourne vers les écrans pour vous présenter Richard Allen. Richard Allen, bonjour. Vous êtes senior consultant pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Vous êtes sans aucun doute l'un des experts mondiaux les plus reconnus en matière de gestion financière publique, expertise que vous avez forgée au cours d'une carrière extrêmement riche au sein du Treasury britannique, de l'OCDE, à la Banque mondiale et en tant que chef de département des affaires fiscales du FMI. En somme, vous n'avez conseillé pas moins de 50 pays sur leur gestion de leurs finances publiques et vous êtes l'auteur de rapports et d'ouvrages de référence, dont notamment un rapport du FMI de 2016 intitulé « The Evolving Functions and Organization of Finance Ministries ». Merci beaucoup, Richard Allen, d'être parmi nous. Joep de Vries, bonjour. Vous êtes professeur de gouvernance et de politique publique à l'université de Groningen, aux Pays-Bas, dont vous êtes également président du conseil d'administration depuis 2018. Vos travaux de recherche portent sur l'analyse comparative des finances publiques, des réformes budgétaires et du management public dans les pays de l'OCDE. Vous êtes co-auteur de nombreux ouvrages, dont notamment le dernier en date, The Global Financial Crisis and the Impact on Government Budgets and Debt, paru en 2007. Et enfin, Philippe Bézès, bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS en sociologie et en sciences politiques au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Vos travaux développent une sociologie historique des politiques de réforme administrative de l'État et une analyse comparative des transformations des bureaucraties
publics, notamment à partir de leur tournant néo-managérial. Vous êtes, à ce titre, particulièrement intéressé au ministère économique et financier, puisque vous êtes le co-directeur, avec Alexandre Siné, inspecteur général des finances ici à Bercy, de l'ouvrage « Gouverner par les finances publiques », paru en 2011, et plus récemment d'un article paru dans la revue Pouvoir au titre évocateur « Bercy, empire ou constellation de principauté ». Vous êtes par ailleurs un fidèle partenaire de l'IGPDE et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir à nouveau dans une de nos manifestations. Voilà, alors peut-être pour lancer le débat, une question relativement simple en apparence que j'aimerais adresser à Richard Allen, si vous me le permettez. Est-ce qu'il existe des idéotypes d'organisation des ministères économiques et financiers ? Thank you very much, Eduardo. Merci beaucoup, Eduardo, pour ces gentilles paroles. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, il est très tôt ici à Washington, donc je suis encore un peu endormi. Il est 3h45 du matin. Donc, je suis un peu endormi, mais je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup de votre gentille invitation. Le travail que j'ai fait avec les collègues du FMI sur ce sujet laisse à penser qu'il n'y a pas de modèle unique pour l'organisation d'un ministère des Finances. En fait, il y a beaucoup de modèles qui existent de par le monde. Il faut commencer par parler des fonctions clés du ministère des Finances. Et dans le document que l'on a rédigé avec mes collègues, c'est un document de travail du FMI, on a identifié tout un éventail de différentes fonctions. Des fonctions pour la politique fiscale, mais aussi des stratégies de gestion de la dette, des politiques sur la taxation, la fiscalité, sur les risques, sur les garanties, et puis évidemment le budget à moyen terme, annuel, le budget public, l'administration de ce budget, les perspectives en termes de liquidité, des politiques aussi sur les PPP, sur les marchés publics, les lignes directrices de comptabilité publique, les normes aussi de comptabilité, pareil pour l'administration publique, le contrôle interne, l'audit interne, des politiques sur les relations intergouvernementales, des politiques aussi sur la gestion de l'État et de ses entreprises, et les relations avec les organisations internationales des finances, etc., etc. Donc les fonctions sont nombreuses. Ce qui est important pour les ministères des Finances, c'est avant tout de veiller à ce que toutes ces fonctions-là soient recouvertes et qu'elles soient bien gérées, c'est-à-dire de manière efficace. On a aussi travaillé sur la répartition des responsabilités pour chacune de ces fonctions dans différents pays. On a regardé un groupe de pays OCDE et un groupe de pays en développement et on a observé des grandes différences. Par exemple, pour ce qui est de la prévision macroéconomique, ce qui est une fonction importante du ministère des Finances, c'est quelque chose qui est mené par le ministère des Finances dans moins de la moitié des pays que nous avons examinés. Les autres pays font la prospective par le biais d'autres ministères, parfois même d'agences. Ensuite, la politique fiscale, elle est couverte seulement par 48% du ministère des Finances. La planification de l'investissement public, là aussi, ça ne concerne pas tous les ministères des Finances. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les ministères des Finances ne regroupent pas toutes ces fonctions vitales. Et ce n'est pas forcément indispensable. Il faut que ce soit bien fait et que la responsabilité entre les différentes agences ou des différents ministères soit bien claire pour que chacun sache qui fait quoi. Il y a un autre élément que j'aimerais partager avec vous. Quand on regarde les pays et la manière dont ils évoluent, notamment quand ils passent de pays en développement à pays développés, il y a beaucoup de fonctions, comme celles que je viens de décrire, qui sont, on va dire, transactionnelles, qui sont transférées aux ministères les plus importants. Donc il y a une montée en grade, quelque sorte, de ces fonctions qui sont confiées à
à des ministères de plus grande importance. Donc c'est le cas pour les questions budgétaires, le cadre fiscal, ce qui concerne aussi les entreprises, etc. Donc voilà, c'est les ministères tutelles qui en général s'occupent de ça quand on passe de pays en développement à pays développés. Et merci encore Eduardo de m'avoir donné la parole, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir posé ce cadre très intéressant. On peut peut-être justement donc continuer cette discussion en essayant d'identifier des variables clés pour distinguer les différents types d'organisation des ministères économiques et financiers. Et je me tourne vers Hallfrún Tryggvadóttir. I'm very happy to be here, just to state that. It's my first in-person conference in 1.5 years. So it makes me especially happy to be here because of that. But on the question, the short answer is definitely yes. There are certain variables that explain differences in structures of finance ministries across countries, and we have seen that in our studies at the OECD. I think just for the first, maybe, if you look at structures of states, if you have, for example, a unitary or federal state, that explains certain differences in structures of finance ministries. You can have, for example, in federal states, it's more likely that you have a higher degree of budgetary autonomy in such states, and this can explain certain differences in the structures of finance ministries, where you, for example, can have different composition of staff, different departmental composition, etc. So this is something, and we've been conducting a study at the OECD, a recent study on the structure of governments across OECD countries. And we've seen that there is this tendency that federal countries tend to have smaller national cabinets. And also that larger national cabinets, they are linked to more difficulties in coordinating effectively government activity and expenditure. Of course, there are more people at the table, so that's natural. So this is just one observation that we have seen. And then, of course, another observation that explains certain differences in structures in finance ministries across countries is just simply cultural differences. I mean, that's an obvious factor. And I think what we have seen, an interesting trend in many countries in recent decades, is that many countries have been promoting more of an open culture in finance ministries. This often comes with implementing reforms. I mean, in France, you're very familiar with this in the context of the LOLF. I mean, countries have been implementing medium-term expenditure frameworks, performance budgeting, program budgeting, spending reviews. All of this kind of leads to different structures across finance ministries, where this culture of kind of more openness, increased discussion between internally, between divisions internally in the finance ministries, and then also externally with technical ministries, with parliaments, etc., and other stakeholders. So this is something that we've clearly seen a trend in countries in, I would say, recent decades. And specifically, this is also something that comes with often when countries are hit with crisis, financial crisis. So it's going to be interesting what happens now during the COVID crisis. And I think there's also something that explains differences is that, namely this cultural shift, more open culture, there is increased focus on policy objectives instead of kind of just this over the medium term, instead of kind of this focus on annual inputs, where the Ministry of Finance is all over the place, overarching, really focused on inputs. And in many cases, we've seen that historically they've been really focused on just telling line ministries, technical ministries, what they should do. But we have seen kind of this trend towards a more open culture, where this culture of open discussion is promoted across countries. So, and this is specifically maybe also to mention in budget departments. If you have a kind of this performance culture is promoted, we have seen that different structures arise in budget divisions specifically, where you have kind of performance units, spending review units, increased discussion in that context with other ministries specifically. Merci beaucoup.
de tracer ces tendances communes. Jouk de Vries, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Hallfrún Tryggvadottir? Est-ce que vous partagez son constat? Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'il y a des différences entre les ministères des Finances, ça c'est évident, mais les ministères des Finances ont plus de choses en commun que ce que l'on peut imaginer. Et personnellement, je pense que les ministères des Finances se ressemblent bien plus aujourd'hui que par le passé. Alors oui, des différences historiques, institutionnelles demeurent et relèvent de l'organisation de l'État d'une manière générale, mais moi je reste convaincu que les ministères des Finances travaillent sur la base des mêmes idées. On fait partie de l'Union européenne, on fait partie du monde. Le monde est maintenant un ensemble de pays qui sont très étroitement liés les uns aux autres. Donc quand je regarde les différents ministères des Finances, je vois des différences, mais je vois un tronc commun qui est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer de prime abord. Donc moi j'essaie de travailler sur l'état des finances et les finances de l'État. Quand je regarde mon pays, les Pays-Bas, ça peut vous paraître un peu surprenant, mais l'état des finances est très bon. Notre dette est à un niveau, on va dire, convenable, en tout cas dans les clous des règles de l'UE. À l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont faibles, donc c'est facile d'obtenir des liquidités, mais c'est difficile pour nous de nous attaquer à différents enjeux, à différentes difficultés. Donc j'aimerais faire un travail un peu chronologique de l'an 2000 à aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde financier, dans le monde du budget aussi public, avec les taux d'intérêt, avec des données comme le PIB. Et sur cette période de 20 ans, 2000-2020, il y a 2 points importants qui ressortent. Et donc ces 2 points, c'est la crise de 2008 et maintenant la pandémie de 2019. Ce sont les deux points à placer sur cette frise chronologique. Et nous, en tant que chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est de regarder à cette année 2008 et cette année 2019, c'est-à-dire la crise financière et la crise du Covid, et surtout voir qu'est-ce que ces crises-là vont supposer pour l'organisation des ministères des Finances. Après la crise de 2008, on a vu davantage de centralisation, davantage de coordination et davantage de rationalisation. Et maintenant, il faut réfléchir aux enseignements qu'on a tirés de 2008 pour réfléchir à la suite, pour la période post-Covid. Et ça, c'est un exercice qui est particulièrement ardu parce que c'est un peu trop tôt pour pouvoir tirer vraiment des conclusions de la situation actuelle. Alors on peut se projeter un peu, et quand je regarde le ministère des Finances aux Pays-Bas, je vois que la stabilité, elle est là, elle est forte, il y a des fonctions qui sont importantes, et le ministère des Finances est un des plus puissants dans mon pays, mais il y a aussi des problèmes en ce moment. Et ces problèmes, ils relèvent de la crise du Covid, mais aussi de difficultés en interne. Par exemple, nous avons un service des autorités fiscales qui est très fort, mais qui, il y a quelques années, a changé. Non seulement il s'occupe des impôts des individus, mais aussi maintenant s'occupe de redistribuer ces impôts, que ce soit par le biais d'allocations familiales, aider la garde des enfants. Donc, il y a maintenant un peu une crise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu ces allocations. Donc, le ministère des Finances est très doué pour récolter les impôts, mais dès lors qu'il s'agit de redistribuer, le service est moins efficace. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'on a à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça a donné lieu à un scandale aux Pays-Bas. Le gouvernement a dû, ou certains membres du gouvernement ont dû démissionner à cause de cela. Donc, pour ce qui est des enseignements, on voit qu'il y a plus de centralisation, plus de coordination,
et plus de rationalisation après 2008. Et je pense que la secrétaire générale qui a fait un discours tout à l'heure nous a dit qu'on est confronté à un environnement instable, avec beaucoup d'angles morts. Donc il nous faut une organisation résiliente et plus flexible. Et je pense que c'est ce que l'on va retenir des deux crises de 2018 et 2020. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Philippe Bézès, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots, peut-être en enchaînant sur la prochaine question en même temps, puisqu'on est un petit peu en retard, qui était de tracer en gros les grandes tendances organisationnelles que vous identifiez, par exemple, pour le ministère de l'économie et des finances français. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je rebondis sur ce que mes collègues ont mentionné, peut-être simplement en ajoutant deux choses sur ce qui explique finalement les formes des ministères. Il me semble qu'il y a deux variables, et je voudrais juste prendre le cas du ministère français, évidemment, c'est malgré tout l'héritage institutionnel, l'héritage historique. Donc insister sur le fait que si les formes varient, eh bien c'est parce que la manière dont ces ministères ont été construits évidemment différente d'un pays à un autre. Et je voudrais citer deux caractéristiques du ministère français qui me semblent importantes. D'une part, c'est un ministère dont on sait qu'il est historiquement structuré autour de grandes directions générales, la direction du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale des impôts, de la comptabilité publique, et qui sont bien sûr des silos, des administrations, des maisons qui ont une forte autonomie. Et je pense que c'est un premier élément qui explique peut-être la spécificité, peut-être une difficulté propre à la France de développer des mécanismes de coordination, d'intégration au sein du ministère, même si j'y reviendrai, il y en a évidemment. La deuxième caractéristique historique, c'est l'ancrage territorial. C'est un ministère qui était historiquement très centralisé, mais le ministère de l'économie et des finances en France s'est développé. Beaucoup de ces grandes directions ont des ancrages, des services territoriaux sur le territoire, et cette dimension-là façonne aussi la manière dont les changements et les réformes se développent, puisque ça veut dire qu'un très grand nombre d'agents, si on pense par exemple à la Direction générale des finances publiques, sont localisés sur le territoire, mais c'est vrai aussi de la concurrence et la répression des fraudes ou d'autres administrations. Enfin, je voudrais insister sur ce qu'a mentionné Madame la secrétaire générale, c'est-à-dire la variable politique. Je pense qu'au miroir de cet héritage historique qui fait un sentier de dépendance, qui façonne les réformes, il y a bien sûr le poids des acteurs politiques. Et je dirais que les acteurs politiques sont ceux qui lancent ou ne lancent pas des transformations, des structures, des organisations de l'État en général et du ministère de l'économie et des finances en particulier. Or, il me semble qu'il y a une caractéristique peut-être française, si en tout cas on compare avec d'autres pays, je pense à l'Allemagne, c'est en quelque sorte le fait que l'économie et les finances soient très souvent associées. C'est-à-dire qu'à la fois le ministère qui développe des politiques, qui est finalement un ministère dépensier ou sectoriel comme d'autres, le ministère de l'économie qui lance des grandes politiques macroéconomiques, mais aussi des grandes politiques de soutien aux entreprises, est associé au ministère qui est gardien de l'orthodoxie, de l'équilibre, de la construction du budget, etc. Donc cette caractéristique-là, le fait d'associer les deux, parfois de les dissocier. En 2007, il y avait un grand ministère des comptes publics et du budget et de la réforme de l'État, mais souvent, et historiquement, il y a des moments où c'est séparé, mais très souvent, c'est intégré. Et donc cette dimension-là, je crois qu'elle reflète sans doute des choix politiques consistant à construire des grands ensembles articulant les deux. Alors, pour venir à la deuxième question, et en étant forcément très schématique, sur les grandes dynamiques à l'œuvre dans la transformation organisationnelle des ministères. Alors, je vais parler uniquement de la France, brièvement, mais en essayant peut-être de tracer des pistes qui puissent être comparatives. Il me semble que je distinguerais 4 dynamiques, fondamentalement, sur le ministère de l'économie et des finances en France. La première, qui fait écho à ce que je viens de dire sur le poids politique, c'est tout de même l'extension du ministère de l'économie et des finances dans le contexte français. On a peut-être oublié qu'il avait existé un ministre
ensuite un ministère du commerce extérieur, un ministère du tourisme, un ministère des postes et télécommunications. Ces enjeux ont été historiquement absorbés par le ministère de l'économie et des finances, comme plus récemment, en 1997, a été absorbée l'industrie pour créer... c'est Dominique Strauss-Kahn qui avait mené cette absorption pour créer un grand ministère, un peu sur le modèle du MITI japonais, un grand ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Madame la secrétaire générale a rappelé que le portefeuille de la réforme de l'État, qui historiquement avait été donné au ministère de la fonction publique en 1988 par Michel Rocard, à Premier ministre, a fait l'objet d'une progressive récupération par le ministère de l'économie et des finances. Et même si aujourd'hui, en ce moment, il est effectivement l'objet d'un ministère à part, celui de la transformation publique et de la fonction publique, c'est tout de même une caractéristique. Le numérique également est une thématique qui est récupérée largement par le ministère de l'économie et des finances. Donc première dynamique, une dynamique peu d'absorption. Deuxième dynamique, mais je pense qu'elle fera sens pour tout le monde, je peux sans doute aller vite, c'est l'agencification. Je pense en effet que ce qui caractérise le ministère de l'économie et des finances dans beaucoup de pays, et en France en particulier, c'est le fait qu'on a vu se développer un très grand nombre d'organisations autonomes endossant soit d'anciennes fonctions, confiées à des agences. Je pense à la création de l'agence France Trésor qui gère la dette française. Je pense aussi à l'agence des participations de l'État. Donc des agences qui sont créées à distance du ministère et qui se sont développées schématiquement en France. Il y avait une douzaine d'agences dans l'orbite du ministère en 1980. Il y en a presque une trentaine aujourd'hui. Donc, et ce sont aussi des agences qui prennent en charge des questions techniques, l'Agence pour l'informatique financière de l'État, l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, le service des retraites de l'État. Donc, en France, un grand développement d'agences. Troisième caractéristique, c'est un ministère, dans le contexte français, et là, ce serait intéressant d'avoir le regard de mes collègues, c'est un ministère qui s'est beaucoup constitué par fusions successives. On va dire que le ministère de l'économie et des finances a développé, depuis les années 80, s'est beaucoup développé par grande fusion de ces organisations. En 1985, c'est la fusion, par exemple, de la direction générale de la concurrence et de la consommation avec la direction de la répression des fraudes. Mais plus récemment, j'en cite trois qui ont déjà été mentionnés. C'est en 2004 la création de la direction générale du Trésor, qui absorbe la direction de la prévision et également la direction des relations économiques extérieures. Et puis en 2005, c'est la création de la grande direction générale des entreprises, à partir de directions qui viennent en partie du ministère de l'Industrie, mais qui regroupent plusieurs directions existantes. Et puis sans doute la fusion la plus archétypique, parce qu'elle a été l'objet d'un conflit long et qu'elle a donné beaucoup de séquences de réformes, c'est la création de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, en 2008, qui donc fusionne, assemble deux direction historique, la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique. Donc, simplement pour dire, voilà, on a un mouvement qui est un mouvement de constitution de méta-direction dans le contexte français qui traduisent des redistributions de pouvoir et aussi le fait qu'on met en place ces grands espaces ministériels, ces grands espaces de direction au sein du ministère. Enfin, la dernière dynamique, et je m'en tiens là, c'est... on va dire l'intégration, on pourrait dire gestionnaire, et ça a été aussi mentionné dans l'introduction, c'est la montée en puissance du secrétariat général, dont Madame la secrétaire générale a rappelé qu'en effet, au départ, en 2000, c'est une personne, c'est un fonctionnaire avec quelques personnes autour, je caricature, mais c'est... et puis, aujourd'hui, on est sur 2400 personnes, je crois, ça a été même 3000 à un moment, donc on a un secrétariat général, un acteur de coordination du ministère de l'économie et des finances, à la fois sur tous les aspects des fonctions support, c'est-à-dire les ressources humaines, les finances, les achats, l'immobilier, les systèmes d'information, la formation, ça a été dit, mais aussi le pilotage des politiques de réforme de l'État quand elles sont appliquées au ministère de l'économie et des finances. Et donc, on a là vraiment une intégration par la montée en puissance d'un acteur inédit, puisqu'il n'existait pas, il a historiquement existé dans le passé, mais sa montée en puissance se fait sur une vingtaine d'années.
Merci beaucoup pour avoir tracé ces différentes tendances aussi rapidement et aussi clairement. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir, ou sinon on prendra une première salve de questions de la salle et des personnes sur Zoom? Richard Allen, Jouk de Vries, est-ce que vous souhaitez réagir? No, I mean, I do agree. I think one point that Non, Philippe... je suis d'accord. Je crois qu'il y a un point que Philippe a signalé, c'est très important. C'est la création des agences. Je crois que ce n'est pas non seulement le cas en France, c'était notamment le cas chez moi au Royaume-Uni. Et beaucoup de pays ont créé des agences à une distance, une certaine distance du ministère des Finances pour effectuer certaines fonctions, par exemple la fiscalité, les achats publics, la gestion des impôts et des taxes. Il y a plusieurs exemples de ces agences qui ont joué un rôle plutôt efficace dans les pays de l'OCDE, et on voit que dans les pays en développement, cette tendance est en cours et est utilisée de manière très efficace. Je vais conclure là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des pays en particulier dont l'organisation administrative a particulièrement changé dans les années récentes, et à l'inverse, est-ce qu'il y en a dont l'organisation administrative est restée particulièrement stable? Definitely, there are many countries that have gone through interesting changes. I think one country that's worth mentioning is, for example, Ireland. They've gone through big changes in the structure of their finance ministries, even in the context of the 2008 financial crisis. They split the finance function of the ministry to showcase kind of this reform orientation, and created a specific ministry, reform-oriented ministry that's split from the economic function. So, and then culturally wise, I think like if you look at some of the Scandinavian countries as well, you see kind of different, more open culture there, and they've been reforming Sweden in many cases. And then, of course, I mean, countries also have been going through big changes in implementing that have led to structural changes, such as, for example, France. I mean, if you implement something like green budgeting or gender budgeting or well-being budgeting, you, of course, automatically change the structure of the ministry, because you're I'm not going to use the word forced, but you have to have a bigger discussion between. So you have to have this. It's automatically, it breaks down silos. So that is what we've seen. Just to mention a few countries, and then another country worth mentioning is the Netherlands. That's continuously been extremely focused on reforming in many ways, and focused on improving relations between line ministries and the Ministry of Finance, which I think is up for another discussion today. Merci. Philippe Bézès, vous souhaitiez réagir également? Juste une toute petite réaction pour dire que sur les différences entre pays, nous avons avec deux collègues, dont ma collègue Julia Fleischer qui va intervenir dans la prochaine table ronde, et un autre collègue néerlandais, Kutsal Yesilkagit, nous avons construit une base de données sur les transformations des structures des ministères, et on est en train d'essayer d'explorer un peu les résultats de cette base. Et une des choses qui nous frappe, c'est si on compare des ministères régaliens, c'est-à-dire si on compare le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, les Finances et l'Intérieur, on observe que dans les trois pays, ce sont les structures du ministère des Finances qui changent le plus souvent politiquement, qui changent le plus souvent, qui ont un taux de survie, comme on dit, le plus faible. Et j'ajoute, pour le coup, que c'est en France que la volatilité, si on peut dire, des structures de la partie finance, là, je ne parle que de la partie finance, est la plus forte par rapport aux deux autres pays que sont l'Allemagne et les Pays-Bas. J'y vois sans doute la prégnance de l'enjeu politique, mais c'est intéressant sans doute d'essayer de considérer cette variation entre les pays plus avant. Alors moi j'ai une question à Monsieur Philippe Bézès. Alors moi c'est Alain Tassi, je travaille à la mission de restructuration des entreprises en difficulté. J'ai une question notamment par rapport... Alors vous avez parlé des 4 points qui caractérisent le ministère économique et financier français, notamment le 4e, l'intégration gestionnaire avec le renforcement des secrétariats généraux. Alors je pense au ministère de l'économie et des finances, mais également au ministère des armées.
Est-ce que vous avez des études, notamment comparatives, par rapport à d'autres pays de l'OCDE ou même de pays en voie de développement qui ont suivi cette lancée, notamment de mutualisation et de renforcement des secrétariats généraux, avec les avantages et les inconvénients que ça a pu avoir? Alors, par exemple, moi, j'ai un inconvénient en tête, mais je ne sais pas si vous pourriez également nous éclairer sur les désavantages et les inconvénients de cette mutualisation des services. Non, mais ce qu'on peut dire également, c'est que ça sera le sujet de la table ronde suivante. Ce qui fait que du coup, vous aurez toutes vos réponses après et ça sera peut-être... voilà. Ouais, c'est très aimable à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner du coup sur la deuxième partie de la table ronde, si vous le voulez bien, avec un thème donc sur la coordination, puisque on l'a rappelé, la coordination est un des thèmes majeurs à l'agenda de la réforme administrative. On pourrait décliner en fait cette coordination au sein des ministères et avec l'espace interministériel. Donc deux types de coordination, une coordination intraministérielle et interministérielle, qui nous permet aussi de questionner la place finalement du ministère de l'économie et des finances dans l'ensemble de l'État. Donc peut-être une première question que si vous me permettrez, j'adresserai à Richard Allen. Philippe Bézès l'a rappelé, le poids des silos directionnels est extrêmement important dans de nombreux pays pour le ministère économique et financier. Est-ce que vous auriez des exemples de dispositifs ou de pratiques, de tendances qui permettent justement de passer outre ces silos directionnels et d'entamer une coordination au sein même entre les directions? Yeah, thank you very much, Eduardo. I did a study. Merci beaucoup, Eduardo. J'ai mené une étude il y a quelques semaines qui a été publiée dans l'OCDE, la publication de l'OCDE, et qui regarde comment est-ce que le Trésor britannique a été organisé au cours des 20-30 dernières années. C'était assez intéressant, avec plusieurs modifications importantes qui ont été apportées, qui à mon sens se reflètent dans d'autres pays de l'OCDE aussi. Je vais en mentionner quelques-unes. Tout d'abord, nous avons la mise en place d'un conseil de gestion professionnelle en haut, à la tête de la hiérarchie, sous la tutelle du secrétariat général, qui aborde les questions politiques et qui coordonne les fonctions qu'occupe le ministère. Dans un certain nombre de pays, ces conseils de gestion incluent aussi des directeurs non exécutifs. Donc je pense que c'est un moyen de faire en sorte que la prise de décision soit réunie au sein du ministère. Deuxième tendance, ce sont des structures d'organisation beaucoup plus plates et horizontales, avec de nombreux comités transversaux, avec des discussions politiques transversales également. J'aurais tendance à dire que c'est une autre tendance que nous avons pu observer. Troisième tendance, c'est d'avoir davantage de professionnalisme dans la gestion des finances et des ministères des Finances, se concentrer davantage sur le développement de compétences en termes de direction, pas uniquement des compétences techniques, notamment en accordant l'accent à la formation, au développement, avec des échanges avec l'industrie, le commerce, pour ce qui est du personnel qui travaille au sein de ces organisations. Donc davantage de professionnalisme dans la gestion. Ensuite, il y a une question essentielle que je souhaite mentionner, à savoir, il est nécessaire que les ministères des Finances fassent preuve de souplesse, de flexibilité, parce qu'ils vont devoir gérer de nouvelles problématiques politiques à mesure que l'on avance. Ça a été évident au cours de la crise financière mondiale en 2008-2009. Au Royaume-Uni, par exemple, le Trésor
a dû intégrer 120 nouveaux personnels pour gérer les répercussions de la crise. Je suppose que des mouvements similaires ont été observés en France et dans d'autres pays. Donc ce sont des ministères qui doivent être rapides afin d'apporter une réponse rapide aux crises, aux nouveaux développements. Il y a eu la crise du Covid-19. Nous avons également le développement de politiques sur le réchauffement climatique, sur les changements climatiques. Ça aussi, c'est important. Et il faut que le ministère de l'économie et des finances soit en mesure de faire évoluer son personnel pour qu'il soit à même de faire face à ces nouveaux défis et à ces crises. Enfin, dernier point, j'ai mentionné les répercussions du passage au numérique, des nouvelles technologies, et je pense que cela se vérifie aussi, pour le ministère de l'économie et des finances. Il faut un échange d'informations plus efficace, mieux utiliser les systèmes informatiques. Et il faut être en mesure également d'avoir des consultations plus larges et plus rapides avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà, je m'en tiendrai là, Eduardo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Allen. Jouk de Vries, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient d'évoquer Richard Allen? Je vous remercie. Je pense que Richard a tout à fait raison. En effet, il y a eu des évolutions dans nombre de ministères des Finances, l'objectif étant de casser ce travail en silo, de décloisonner les choses. Donc il y a des organisations politiques beaucoup plus intelligentes avec des ministères qui doivent coordonner des questions d'ordre politique. C'est vrai qu'il y a aussi un système de rotation des fonctionnaires. Par exemple, aux Pays-Bas, ils ont des cours communs, des formations, ils se rencontrent les uns les autres dans des différents ministères. Et puis, je pense qu'en tant que hauts fonctionnaires, nous sommes aussi confrontés à une évolution dans notre culture, une coopération qui était assez fermée et qui va vers une politique beaucoup plus ouverte. Et je pense que les hommes et les femmes politiques, mais aussi les fonctionnaires publics s'en rendent compte. Et c'est dû notamment à la numérisation de la société. Donc nous parlons de notre société comme d'une société du réseau aujourd'hui. Et donc si vous souhaitez résoudre des problèmes sociétaux, eh bien ils sont souvent multidimensionnels, ils revêtent tout un ensemble de problèmes. Et donc nous devons compter sur l'expertise de l'ensemble des administrations pour faire face à ces problèmes. Donc je pense qu'après la richesse de l'État, après l'État-providence et après l'État néolibéral, nous sommes aujourd'hui confrontés à des évolutions sociétales et le marché seul ne pourra pas répondre à ces défis. Donc nous devons mettre en œuvre une union entre les sociétés de knowledge, les universités, les organisations du gouvernement et les entreprises privées afin de résoudre de nombreux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Et il faut que nous trouvions des solutions. Je pense que c'est pour cela que les fonctionnaires doivent travailler davantage les uns avec les autres, mais aussi avec les parties prenantes dans la société. C'est une approche nouvelle pour faire face à de nombreux problèmes. Merci beaucoup. Merci Jouk de Vries, et vous nous tendez une perche importante pour discuter justement de la coordination interministérielle, et vous l'évoquez, vous l'élargissez finalement à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, comme vous l'indiquiez juste à l'instant. Est-ce que Hallfrún Tryggvadóttir, vous voulez justement évoquer ce point de la coordination interministérielle et plus généralement la coordination du ministère économique et financier avec les autres parties prenantes? Well, I think like all of us in this room and in the audience and joining in on Zoom is that we know that the relation between technical ministries, line ministries and the finance ministry is a complicated one. It's usually kind of characterized by mutual suspicion on both, they are to a certain extent pursuing the same agenda, but then to another extent not doing so. Guarding the finances and then wanting additional funding to be able to deliver on activity. So that's of course natural. And I think in general, if we just address this, what has also related to the points the speakers have been raising here, in general, I think line ministries can feel a bit left out in the discussion, and this is also related to previous talking points here that, promoting this, breaking down silos and promoting a more open discussion within Ministry of Finances and then with external stakeholders as well.
I mean, line ministries often feel left out when there are some important discussions around fiscal constraints. What are the most pressing expenditure needs? They feel like left out in the dark and brought to the table too late. And I think one way to address this, even though it's simple to say this and it's easier said than done, so to say, is to promote some sort of a more transparent and open discussion between finance ministries and line ministries, where, for example, line ministries are presented options to discuss fiscal constraints. I mean, they can be presented options to reprioritize within existing programs. Again, touching up on the Netherlands, that's been really promoting this culture of doing that. Another point I wanted to raise is that the form of government can also play a part in this relation. I mean, you can have a coalition government in some countries, and then automatically it becomes different, this dynamic between finance ministers and line ministers, because there is more of a joint and open discussion around the budget, naturally, because you have more parties. And then if you have a strong majority government, the case is different. You tend to have a very strong finance ministry that's kind of like, it's more likely that the discussion will be different when you have that kind of a government. And then it's all related to accountability. I think that's the main, as I said in the beginning, countries have been going through reforms. Finance ministries have been promoting reforms as well. I mean, it's all pointing in the same direction, increasing accountability, keeping in with the ceilings, expenditure ceilings, looking at performance, outcomes, outputs instead of inputs. And the question remains, is it the case that line ministries that show more accountability, do they get more flexibility towards the finance ministry? I guess that depends on countries. But, we all know that increased accountability leads to increased fiscal discipline, so it should be promoted, definitely, that there is, this shift away from the finance ministries being, overarching, input-oriented towards more kind of like policy objectives over the medium term. Thank you very much. Merci beaucoup. Philippe Bézès, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots à la discussion ? Peut-être effectivement d'abord souligner que la relation entre le ministère de l'économie et des finances, et particulièrement la partie finance, et les ministères sectoriels est une relation structurellement conflictuelle en un sens, et puisque la construction du budget est un arbitrage entre des objectifs de politique publique différents, avec l'imposition de priorités gouvernementales. Donc c'est vraiment des arbitrages entre des valeurs, entre des politiques publiques différentes. Donc cette dimension-là, elle est très présente. Et effectivement, elle nourrit tout le vocabulaire, populaire, public, journalistique aussi, à travers lequel on décrit le ministère de l'économie et des finances comme une forteresse assiégée, comme un État dans l'État, etc., etc. Par certains aspects, cette dimension-là me semble exacte. D'abord parce que le ministère de l'économie et des finances a beaucoup de relais pour faire passer ces politiques. Ensuite, parce qu'il était mentionné la crise de 2008 par Jouk de Vries. Et effectivement, la crise de 2008, alors là on est sur la crise suivante, celle de la Covid, mais la crise de 2008 et l'évolution des traités européens ont donné beaucoup d'armes supplémentaires, d'instruments supplémentaires au ministère des Finances, à la direction du budget, pour développer, pour continuer à maintenir des orientations austéritaires. Voilà, je ne vais pas faire la liste de tous ces éléments-là, le six-pack, le two-pack, toutes les règles, toutes les normes européennes qui ont organisé les finances publiques et qui évidemment sont maintenant un peu chancelantes dans le contexte de la crise du Covid et des relances, sont bien présentes. Donc voilà, certains auteurs, je pense à Wolfgang Streeck, ont parlé d'une politique de l'État de consolidation pour insister sur cette dimension-là. En même temps, je crois en effet qu'il y a des modalités
des modalités de coordination entre les différents acteurs, des choses qui peuvent aller dans le sens d'une... Alors dans la question que vous aviez posée par écrit, Eduardo, il y avait le terme pacification. Est-ce que ces relations peuvent être pacifiées? J'avais juste envie de rebondir là-dessus avant de m'arrêter, pour suggérer que évidemment le terme de pacification contient beaucoup de dimensions et de significations. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que finalement, un élément qui me semble très important, sur lequel il faut insister, je crois, c'est la manière dont le ministère de l'économie et des finances a beaucoup, depuis 20 ans, diffusé ces normes, ces catégories, ces manières de penser dans les ministères sectoriels. Donc je crois que si on peut parler de pacification, on pourrait peut-être aussi parler, je ne sais pas, de disciplinarisation des ministères sectoriels, mais en effet, je pense que à travers des formes de socialisation des agents de ces ministères, on peut citer par exemple, il y a eu en France cette grande réforme qui est la LOLF, et ici l'IGPDE a porté l'école de la LOLF, le ministère de l'économie et des finances, la direction du budget a créé un club des gestionnaires. La direction du budget aussi s'est beaucoup investie sur la professionnalisation des métiers de la fonction financière de l'État. Donc, à travers toutes ces mesures, au fond, on voit comment se met en place une sorte de pédagogie, on pourrait dire d'économicisation des esprits. Alors c'est peut-être c'est à la fois une forme de pacification qui a sans doute ses inconvénients aussi, mais c'est un sujet. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'évidemment la transformation des relations avec les acteurs sectoriels, elle s'est aussi beaucoup faite à travers les réformes managériales. Et je citais la LOLF il y a quelques instants, parce que ces réformes, et c'est vrai dans tous les pays, ont aussi imposé au ministère sectoriel un très grand nombre de normes et de standards gestionnaires, avec un pilotage par la performance, des normes et des indicateurs. Donc ça alimente beaucoup d'activités dans les ministères. Alors est-ce que ces activités sont parfois sans doute un peu conflictuelles, souvent peut-être l'objet de discussions, d'enjeux de pouvoir, mais aussi elles participent certainement de la manière dont le ministère ou les ministères de l'économie et des finances, je dirais, cherchent à discipliner en convertissant, en influençant les esprits dans les autres ministères sectoriels. Et je terminerai simplement en disant qu'évidemment, du coup, la crise du Covid pose un problème, c'est-à-dire c'est une autre forme de pacification, au ce sens que le quoi qu'il en coûte est évidemment un moment où on peut se dire, alors voilà, toute la question est de savoir comment ce moment va évoluer, est un moment où la contrainte ne s'exerce plus, où elle s'exerce en tout cas très différemment. Mais ça, dans le prolongement de ce que disait Hugues de Vries, par rapport à la crise de 2008, où il y a aussi eu des plans de relance, la création de la BPI en France, etc., eh bien, il y a là des éléments qui vont vraiment dans le sens finalement de moments où la dépense redevient plus légitime qu'elle n'était auparavant. Donc, il est bien probable que ça fragilise les ministères financiers. À voir. Alors, moi, j'avais un peu étudié la manière dont la crise de 2008 avait été gérée par la direction du budget et les instances. Bon, on a, par exemple, même pour la crise Covid, on crée des programmes, une mission LOLF spécifique, ce qui est aussi une manière d'envisager ensuite de clore cette séquence-là, puisque c'est un ensemble de programmes d'action qui sont spécifiques. Mais on voit très bien que dans le plan de relance, beaucoup de dépenses qui sont lancées sont aussi des dépenses qui seront des dépenses pérennes. Et donc, il est assez probable que ça va changer, ébranler, l'écosystème qui était celui sur lequel reposait le pouvoir des ministères financiers. Merci beaucoup. Richard Allen, est-ce que vous souhaiteriez rebondir sur ce que vient de dire Philippe Bézès, et puis on peut peut-être élargir la discussion à la question des enseignements que l'on pourrait tirer, si c'est possible, de la crise sanitaire actuelle sur le rôle et peut-être l'influence du ministère de l'économie et des finances au sein de l'État. Un point, si vous me le permettez, qui m'a particulièrement frappé. J'aurais tendance à dire qu'un des défis pour les pays en développement est le suivant. Ils ne disposent pas de départements du budget solides si on les compare à ceux qui existent dans des pays plus avancés comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et j'en passe.
Donc, ce que nous recommandons aux pays en développement, eh bien, c'est de leur permettre d'améliorer leur capacité à remettre en question les propositions budgétaires qui sont avancées par les ministères sectoriels plutôt que de traverser un processus qui, en grande partie, est juste de vérifier que les nouvelles propositions se conforment aux législations ou aux hypothèses économiques qui sont proposées par les ministères de l'économie et des finances. Donc, il faut une discussion plus forte autour des questions budgétaires entre les ministères des Finances et les ministères sectoriels pour comprendre, par exemple, quelles sont les alternatives aux propositions. Je crois que cette fonction de remettre en question les propositions, c'est quelque chose qui manque dans les pays en développement et il faudrait les faire évoluer. En ce qui concerne la crise du Covid-19, quelques points rapides, si vous me le permettez, car je crois que c'est important. En premier lieu, j'aurais tendance à revenir à ce qui a été dit, la capacité des ministères des Finances de s'ajuster à la crise de manière plus rapide, plus flexible. Ça a été mis en exergue lors de la crise mondiale en 2008 et 2009 et les ministères des Finances ont dû faire exactement la même chose dans le cadre de la crise du Covid-19. Il a fallu réagir rapidement, développer des dépenses exceptionnelles, faire usage également des législations d'urgence nationale, développer des budgets additionnels, identifier des sources de financement, des sources de financement externes notamment. Donc j'aurais tendance à dire que oui, ils doivent être plus souples, ils doivent être en mesure d'avancer plus rapidement, de réagir plus rapidement et d'utiliser tout un éventail d'instruments pour faire face à ces crises. Et je pense également que de nombreux pays ont mis en place ce que l'on appelle des fonds Covid, des fonds extra-budgétaires pour offrir un financement d'urgence, l'objectif étant de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Je pense par exemple aux entreprises avec un fonds Covid, eh bien, plus de 40 pays ont créé des fonds Covid dans le monde et je pense que c'est une question particulièrement importante. Donc la leçon, l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que les ministères doivent être en mesure de répondre rapidement et avec flexibilité à ces crises et ils doivent pouvoir utiliser leurs ressources de manière efficace pour véritablement observer le processus budgétaire, mener à bien également des révisions des dépenses afin de pouvoir procéder à des réallocations de réponses répondant aux besoins et, si nécessaire, d'être en mesure de mettre en place de nouveaux fonds pour canaliser les ressources vers les groupes les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci. Très brièvement, Jouk de Vries, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, j'aimerais bien dire quelque chose. En effet, je pense que c'est un sujet qui est d'une grande importance. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on travaille sur les enseignements tirés de la crise de 2008. Et Richard en a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, les enseignements de la crise de 2020, enfin la crise du Covid. Je suis d'accord avec ce que nous dit Richard et la secrétaire générale qui a pris la parole au tout début de la matinée. L'organisation, en effet, doit répondre rapidement. Il faut qu'il y ait des plans d'urgence et il faut aussi qu'il y ait un budget spécial pour les personnes frappées par la crise actuelle. On est en train de résoudre le problème grâce à la vaccination, mais aussi grâce aux liquidités que le ministère des Finances est en train d'injecter dans l'économie. Donc c'est une réponse assez différente de ce qu'on a pu voir en 2008. En 2008, c'était l'austérité. Et aujourd'hui, c'est différent. Pour les ministères des Finances, c'est très difficile de trouver le bon équilibre. Il faut être structuré, il faut pouvoir avoir la confiance des uns et des autres, il faut être le ministère puissant des Finances et dans le même temps, il faut pouvoir répondre extrêmement rapidement et être agile. Donc, la question, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. Alors, il faut peut-être un back-office, donc avec les fonctions plus traditionnelles, et puis le front-office qui agit, qui va au front dès qu'il y a une crise. Donc, on est confronté de plus en plus avec des crises inattendues qui nous tombent dessus et il faut répondre. Alors évidemment, la situation actuelle est différente
de celle de 2008. On voit la manière dont on riposte. On voit que Mme Merkel est en train de quitter son poste de chancelière en Allemagne. Mais pendant la première crise en 2008, elle était à la barre. C'est elle qui prenait toutes les mesures d'austérité. Et dans la crise actuelle, elle a répondu de manière complètement différente. Et les ministères répondent de manière très différente, d'une manière générale, maintenant, par rapport à 2008. En tout cas, il faut qu'il y ait, je pense, une unité d'urgence au sein des ministères. Merci. Merci beaucoup, Alfroun. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin? I mean, it remains to be seen how finance ministries will deal with the current crisis that countries are faced with. I mean, they're just addressing urgent issues, so I guess there's no time. There hasn't been much time to look at reforms or structural changes in that context. But we've already seen some evidence across countries that they are already dealing with looking at some overarching issues, such as making sure that gender perspectives are integrated in the budget process during the crisis. And as I said earlier, in previous crises, we can look back and see that that is exactly what happens. I mean, finance ministries, they go through big reforms during time of crisis. I mentioned Ireland earlier. I mean, then you have to look into what is going well and what is going not so well, and then make, of course, the relevant changes to structures. So I think just really briefly to wrap up, the focus in kind of the post-COVID, when finance ministries really have to look at ways to reprioritize spending, for example, there will be the focus on reinforcing existing budgetary tools, spending reviews, medium-term frameworks, performance budgeting. And I wouldn't be surprised if there also would be a focus on digitalization. And I think it might be that some ministries might restructure them a bit to focus on that. And innovation, digitalization, something like that after the crisis. So let's see. I mean, we can talk again in 5 years and see what has happened. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. On est vraiment désolé pour ces petits soucis techniques. Nous faisons du coup une petite pause de 10 minutes et puis nous reprendrons avec la deuxième table ronde consacrée aux différents secrétariats généraux en Europe et à l'international. Merci beaucoup à vous quatre.